Salut et bienvenue sur Petite Pousse, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Justine Arma pour une discussion passionnante autour de sa double expertise en podcasting et mentoring business. Fondatrice de Réveille ton Biz, Justine, elle se consacre à aider les entrepreneurs débordés à transformer le podcast en un véritable levier de développement pour leur activité. Dans cet épisode, elle nous dévoile de manière authentique son parcours un petit peu semé d'embûches et de succès, depuis ses débuts en tant qu'auditrice jusqu'à devenir une experte reconnue. Elle nous partage des anecdotes et des conseils pour tirer le meilleur parti de ce médium très puissant. Justine, elle aborde la création de contenu, l'importance de la niche et elle nous donne des astuces concrètes pour optimiser et promouvoir son podcast, notamment via YouTube et Pinterest. Elle nous parle aussi de ses expériences personnelles avec la découverte des coulisses de son activité, de la gestion de l'échec à ses croisements avec le secteur musical. Un épisode riche en enseignements et en énergie positive qui, j'espère, vous motivera à repenser votre relation avec le podcasting, vous donnera envie peut-être de créer le vôtre, que ce soit pour le plaisir ou pour booster votre business. Bonne écoute! Hello Justine, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Eh bien écoute, super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Petite Pousse pour qu'on parle un petit peu de podcast justement et de business. Donc toi Justine, tu es la fondatrice de Réveille ton Biz et dans Réveille ton Biz, tu fais du mentoring business et podcast pour les entrepreneurs qui sont débordés. Donc ça tombe bien parce que justement aujourd'hui on va parler de podcast et de la puissance d'avoir un podcast pour développer son business. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avec tes mots, nous en dire un peu plus sur comment est-ce que tu en es arrivé jusque là aujourd'hui, nous parler un peu de ton expérience et de ton parcours. Ok, trop bien. Merci encore pour ton invitation. Vraiment, je suis trop contente, Éléonore, d'être avec toi aujourd'hui dans ton podcast. Alors, qui suis-je ? Merci beaucoup aussi pour cette présentation qui est déjà très, très complète, efficace, rapide. C'est ça qu'on aime. Alors, qui suis-je ? Comme tu l'as dit, je suis mentor, podcast et business pour les entreprises qui détestent perdre leur temps et qui ont l'impression que leurs journées font genre seulement 12 heures. Ça veut dire concrètement que je parle couramment podcasting, marketing digital, business et vente et que j'aime souffler des idées créatives aux entrepreneurs pour les aider justement à débloquer leur situation, leur épine du pied, essayer de l'enlever sans stress, sans transpiration, sans douleur. Et surtout, j'ai un projet machiavélique dans la vie. C'est que, selon moi, évidemment, un business qui n'a pas de podcast, c'est comme un karaoké sans chanson des années 90. Ça n'a pas de sens. Alors moi, ma mission dans la vie, c'est de parler podcast avec plein de gens et d'aider les entrepreneurs à ajouter le podcast dans leur entreprise comme un levier de visibilité, d'acquisition, de développement, bref, d'opportunité et surtout de ne pas juste ajouter ce canal de communication un peu comme un cheveu sur la soupe qui va alourdir son planning. Bien au contraire, j'essaye vraiment de faire en sorte que nous puissions créer un podcast stratégique, efficace, simple et léger dans le quotidien de l'entrepreneur. Voilà ce que je fais globalement. Et pour répondre à la deuxième petite partie de ta question sur comment je suis tombée dans le podcast, en étant au départ auditrice, tout simplement. Il faut remonter un petit peu dans le temps. À l'époque, j'avais même pas encore les cheveux rouges, tu vois, faut vraiment remonter dans le temps. On est en 2018, ça faisait 6 mois que j'avais lancé mon activité. Au départ, j'étais social media manager pour les artistes et les pros de l'industrie musicale. Donc, l'environnement audio avait déjà une grande place dans ma vie, pro et perso.
parce que j'ai aussi cofondé un studio de création musicale avec mon compagnon et artiste Marvin Marchand. Et au bout de 6 mois, mon activité, elle tournait vraiment très bien. Dès le départ, je vivais déjà de mon activité, j'avais des clients, j'avais mis en place une stratégie de blog. À l'époque, je communiquais énormément sur Facebook, et pas mal sur LinkedIn. C'était pas encore l'essor d'Instagram. Et j'écoutais des podcasts, mais tu sais, au départ, un peu plus pour... apprendre des choses ou alors apaiser avant d'aller me coucher ou pendant des séances de sport. Enfin, il n'y avait pas vraiment de truc business. Et en fait, je suis tombée amoureuse du format et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie de lancer un podcast pour mon business déjà à cette époque-là. Sauf qu'en fait, j'ai pas trouvé de contenu sur le sujet en français. C'était vraiment pas du tout utilisé en France. Et donc, j'ai continué de travailler dans ma boîte, machin, tout ça. Mais j'avais quand même cette idée de podcast, j'avais déjà rassemblé, j'avais déjà un peu pitché mon projet, j'avais déjà des personnes qui disaient oui, je veux venir dans ton podcast, tout ça. Et donc la première idée de ce podcast, c'était donc Justin Tuned sur les coulisses de l'industrie musicale. Donc j'ai eu cette idée mi-2018. Et il a fallu attendre fin 2019 pour que je me mette concrètement sur ce projet-là. Parce que j'ai eu peur, parce que je me sentais pas légitime, parce que le projet des clients était bien plus important que mes propres projets. Qui suis-je, moi, petite meuf, pas 30 ans, même pas parisienne, indépendante dans la musique, pour prendre la parole derrière un micro ? Non, j'y arrivais pas. Et j'avais pas tant peur de la technique, ayant du coup mon studio. C'était vraiment pas un truc qui me faisait peur. C'était vraiment qu'est-ce que je raconte derrière mon micro et est-ce qu'on va me prendre au sérieux et vraiment je suis qui pour faire ça. Et en fait, il a fallu que j'arrête de travailler dans la musique. J'ai eu des petites mésaventures clients et j'avais genre 2 mois de trésorerie et je me suis dit en fait c'est le vide. Enfin, il faut que je comble ce vide parce que de toute façon on n'aime pas le vide. Mais j'ai profité de ce temps-là pour développer mon podcast Justin Tuned. Ma première interview a été un échec. Elle ne s'est pas enregistrée. Et pourtant, j'avais sorti le grand jeu. Ouais, trop verte. J'étais montée à Paris, j'avais loué une pièce dans un coworking, chai latte, petit cookie, invité de prestige. Et en fait, l'interview s'est arrêtée au bout de 30 minutes. Je m'en suis aperçue bien plus tard. On avait quand même bien parlé, quoi. Et là, je me retrouve face à mon invité. Comme ça, vraiment, j'avais les chocottes. J'étais là genre, oh là là, je suis vraiment une boulette de la boulétude, quoi. Ça va pas du tout. et donc, je m'excuse, tout ça. J'appelle mon copain, je sors du coworking, je m'effondre en larmes. Le podcast, c'est pas pour moi. Je me prends pour qui ? C'est quoi ces histoires ? C'est quoi ces ambitions ? Qui suis-je pour faire ça ? J'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter mes peurs. Je suis nulle, ça va pas. Et mon copain me dit, attends, tu vas rentrer à la maison, on va retester ton matos, qui était en fait différent de ce que j'avais testé, on va dire, là, à distance. Là, du coup, c'était un autre matos pour la vraie vie. Et puis, au bout de 2 jours, je me dis non, mais en fait, je peux pas laisser ça comme ça. Ça fait déjà 1 an et demi que je tourne autour du pot. Tout est prêt, en fait. Donc, il faut que j'y aille. J'avais déjà lancé le compte Instagram. J'avais déjà mis en place les choses. Il manquait que mes épisodes, en fait. Et puis, du coup, j'ai recontacté donc, des personnes qui m'avaient dit oui. Et en fait, j'ai pris le schmilblick un peu à l'envers. J'ai enregistré mes premières interviews avec des personnes de confiance que je connaissais, qui allaient pouvoir me laisser le temps de prendre mes marques, de bien poser mes questions, de me reprendre si j'avais besoin. Et en fait, donc officiellement, Justin Tuned est sorti début 2020, janvier 2020 même. Et là, ça a été le carton plein, quoi. J'ai été nommée aux Social Music Awards dans la catégorie podcast de l'année en 2020 ou 2021, je sais plus. J'ai eu des invités de fous de l'industrie musicale. Et en parallèle, en fait, c'est à ce moment-là où des entrepreneurs m'ont contacté pour que je puisse les accompagner en fait, à développer leur business. Et puis, de fil en aiguille, il y en a qui m'ont dit « Hey, ton émission de podcast, ça a l'air de t'apporter beaucoup de visibilité. » Et en plus, ça m'apportait aussi beaucoup d'opportunités que je refusais puisque je voulais plus travailler dans la musique. Ils m'ont dit, on va faire la même chose. Accompagne-moi aussi à faire ça dans mon business. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé mon expertise, que j'ai testé des choses, que je me suis éclatée. Et tu vois, on est en 2024 et voilà, on prend les mêmes et on recommence. Génial, c'est trop intéressant ce parcours, ces expériences et c'est trop bien que tu nous racontes aussi, tu sais, les côtés un peu moins glamour des coulisses du podcasting et que tu nous partages aussi les peurs, les doutes que tu as pu avoir quand toi, tu as lancé ton podcast parce que c'est vraiment les doutes et les peurs que tout le monde rencontre au début quand on lance son podcast. Et j'ai une question qui me vient, c'est que comment t'expliques que ton podcast, dès le début, il fait carton plein? Est-ce qu'il y a des petites touches, des petites pépites que, avec le recul, tu peux nous partager qui, tu penses, à ton sens, a fait en sorte que, dès le départ, ton podcast a bien pris? Parce que c'est souvent
le point un peu compliqué, je trouve, quand on lance son podcast, c'est qu'au début, c'est compliqué en fait de se faire connaître, de créer notre base d'audience, d'auditeurs fidèles, etc. Donc, qu'est-ce que toi, t'as mis en place ? Qu'est-ce qui fait que en fait, ça a été un succès comme ça dès le début ? Alors, en plus, j'ai lancé une deuxième émission de podcast du coup qui est liée à mon entreprise qui s'appelle, comme tu l'as dit, Réveille ton bise. Et je l'ai lancée, je crois, en 2021, si mes souvenirs sont bons. Ou 2022, je sais plus, mais en tout cas, peut-être une année après Justin Tune. Donc, pendant pas mal de temps, j'avais 2 podcasts à gérer, plus une boîte, plus des clients, plus ma vie d'humaine. Et en fait, déjà, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on était sur 2 thématiques différentes. Dans l'industrie musicale, il n'y avait pas, ou très très peu encore à ce moment-là, de podcasts en français sur les coulisses de l'industrie musicale. C'était majoritairement du contenu en anglais. Donc, comme moi, je m'adressais à des artistes et des pros qui souhaitaient développer leur projet dans l'industrie musicale, c'était plutôt un public pas débutant, mais un peu intermédiaire dans la professionnalisation de leur musique, et donc était en quête de contenu, déjà de base. C'était à la base, à l'époque, c'était beaucoup plus du contenu blog ou YouTube. Donc déjà, je me démarquais ne serait-ce que sur la thématique et le format. Ça n'empêchait pas d'avoir mis mon podcast sur YouTube dès le départ pour, comme les artistes et les pros sont sur YouTube pour écouter de la musique, c'était genre juste logique. Mais tu vois, je ne mettais pas de vidéo, c'était vraiment que le contenu audio. Et du coup, ça a aussi optimisé le référencement. Donc, ce que j'ai fait pour Justin Tuned, comme je l'ai dit, j'ai lancé le podcast genre en septembre, enfin le compte Instagram en septembre 2019 et le podcast est sorti en janvier 2020. Pendant tout ce temps, j'ai pas arrêté de communiquer. Alors, j'avais pas encore de newsletter puisque du coup, c'était un side project, il y avait genre 0 audience. C'était uniquement mon réseau, mon bouche à oreille à moi humain dans la vraie vie et sur le web. C'était le compte Instagram. Et puis en fait, j'ai pas lâché et je me suis entourée d'invités qui étaient ravis en fait d'avoir cette ce temps de parole pour parler de leur métier, pour promouvoir leur activité et leur musique, parce que j'avais et des artistes et des pros. Et en fait, tu vois, ça avait tellement bien marché cet espace que je me faisais démarcher par des attachés presse pour pouvoir avoir leurs artistes dans le podcast. Parce que finalement, tout le monde est en quête de visibilité. Et du coup, j'avais une belle plateforme, bien faite, de bonne qualité, bien produit. Je pense être quelqu'un de sympa. Et donc, du coup, j'avais beaucoup d'opportunités directement. Donc, passé un temps, j'avais même plus besoin de chercher des invités. Ils venaient directement à moi. Et puis, quand j'avais un invité, ils me recommandaient d'autres personnes. Enfin bref, du coup, j'avais quand même un gros flot d'invités. C'était assez simple. Pour mon émission Réveille ton bise, on est vraiment sur un podcast business, marketing digital, podcasting. Il y a plus de monde. Donc, j'ai pas eu les mêmes résultats au départ. J'avais déjà, ou peut-être pas encore, je sais plus, peut-être un début de newsletter, mais j'avais déjà un compte Instagram. J'avais déjà du réseau d'humains sur Internet et dans la vraie vie, dans cette thématique de contenu. Mais c'est vrai que la différence, c'est vraiment la niche. C'est vraiment la niche. Beaucoup moins de monde dans la musique, beaucoup plus de monde dans le business, marketing et entrepreneuriat. Et du coup, il a fallu que je me démarque. Je me suis démarquée par un générique de podcast unique, impactant, entêtant. J'ai des gens qui me le chantent, quoi, vraiment. Et c'était vraiment ça, le brief de départ. J'avais dit à Marvin, mon générique de podcast, je veux que les gens le chantonnent dans leur salle de bain quand ils se douchent. Et ça a été le cas. Et j'ai décroché une opportunité de fou il y a genre 2 ans. La nana m'a dit, je suis tombée sur ton podcast, ça a été un gros coup de cœur et tu es le coup de cœur de ma salle de bain. Dans la sphère professionnelle, être un coup de cœur dans une salle de bain, c'est un peu chelou, mais c'est cool. Et voilà, donc en fait, les différences déjà de base, c'est les années. Il y avait moins de monde en 2019 qu'en 2021, 22, 23 et 24. La thématique, moins de monde dans la musique que dans le business. Et du coup, ce qu'il faut, c'est mettre en place un plan de lancement, une stratégie de sortie pour son podcast. Il faut bien prendre en considération qu'un podcast, c'est genre 20% derrière un micro et 80% de marketing. Et alors qu'on est là, genre j'adore parler derrière un micro. Oui, mais en fait, c'est que genre juste 20%. Tout le reste du temps, tout le reste des actions doivent être mises à profit pour promouvoir le podcast, les épisodes et ceux qui arrivent. Et aller chercher des invités, et aller chercher des apparitions, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'il faut faire.
on prévoit à l'avance une date de sortie pour son podcast. On ne sort pas du jour au lendemain. Et en fait, entre le moment où on décide de sortir son podcast et le jour de la sortie, eh ben, en fait, on fait un travail de préchauffe de son audience, de son réseau, des humains. On met en place des actions. Par exemple, pour donner des idées comme ça un peu rapidement, tu peux mettre en place une liste d'attente. Si tu as déjà une newsletter, imaginons, tu crées un formulaire, liste d'attente, et du coup, tu donnes aux personnes qui s'inscrivent du contenu exclusif sur le podcast, sur son arrivée. N'hésite pas à faire de la co-création, pourquoi pas. Demande qu'est-ce qu'ils ont envie d'écouter, des sujets, s'ils veulent venir de ton podcast, etc. Tu montres tes visuels, ton générique, bref, tous les trucs un peu en avant-première. Tu vas donner tes épisodes en avant-première. Tu peux, le jour de la sortie, lancer un concours. D'ailleurs, des concours, on peut en faire carrément régulièrement, ce qui permet de up, en fait, les avis, les écoutes, les étoiles. Tu peux faire un concours en mettant en binôme, par exemple, Apple Podcast plus Instagram, comme ça tu gagnes la visibilité sur les réseaux sociaux, tu augmentes ton nombre de followers, tu vas chercher des avis, des étoiles. Bref, il y a plein de petites techniques qui permettent en fait de gagner en visibilité, de gagner en avis, en étoiles, de faire dropper, augmenter les algorithmes sur les différentes plateformes. Mais en fait, tout ça, ça se prépare. On ne sort pas un podcast du jour au lendemain. On peut le sortir du jour au lendemain, mais il va falloir ramer sévère pour faire venir les gens dessus, sauf, et je dis bien sauf, si on est déjà une personne avec une grosse commu, une grosse audience, je sais pas, une centaine de milliers de personnes qui nous suivent de partout sur les réseaux et qui attendent ça depuis des années, on le sort, on sait que ça peut marcher. Et encore, il faut du contenu, de qualité, stratégie, audio, machin, tout ça. Voilà. Hyper intéressant, et puis merci pour les idées concrètes, tu vois, d'actions qu'on peut mettre en place. Le concours, franchement, j'y avais jamais pensé, et en fait, t'as raison, c'est une super idée. Et surtout pour le lancement d'un podcast, mais c'est vrai que tu peux en faire finalement assez régulièrement. Carrément. J'ai 2 questions qui me viennent, donc je te les pose avant qu'elles me sortent de la tête. Vas-y. Parce que je me note plein de questions en amont de notre interview, mais en fait, j'aime suivre le flow, tu vois, de notre conversation. J'ai 2 questions qui sont, alors déjà, tu nous as dit, donc tu as énormément communiqué quand tu as lancé ton podcast. C'est quoi, à ton sens, beaucoup communiquer ? Tu vois, c'est à quelle régularité ? Et deuxième question, c'est quoi pour toi les endroits où c'est non négociable de communiquer quand on a son podcast ? Tu nous as parlé, par exemple, de ton compte Instagram dédié. Est-ce qu'il faut un compte Instagram dédié à son podcast ? Tu nous as parlé de YouTube. Est-ce que c'est essentiel d'aller aussi publier en fait nos épisodes sur YouTube? Si oui, est-ce que ça fonctionne bien quand on met juste l'audio comme tu l'as fait au début, ou est-ce qu'aujourd'hui il faut absolument avoir de la vidéo, sinon en fait ça ne sert à rien? Voilà, désolée, je te pose plein de questions d'un coup, mais je suis sûre que ça va être hyper riche en réponses de ta part. Alors par rapport à beaucoup communiquer, en fait je le faisais énormément déjà dans la vraie vie. Tu sais, c'est comme quand tu lances un business ou que tu as un nouveau projet ou que tu te présentes, tu dis forcément quelque chose. Et ben en fait, je l'ajoutais. Je suis Justine, j'ai une entreprise, je fais ça, j'ai un podcast qui s'appelle Justin Tune sur les coulisses. Je pitchais mon projet. Mais à qui voulait bien l'entendre en fait? C'était sur ma carte de visite, c'était de partout. Vraiment, presque si j'avais pu mettre un panneau Las Vegas au-dessus de ma tête avec Justin Tune, tout ça, je l'aurais fait. L'idée, c'est vraiment de partager au maximum de partout, dans la vraie vie et sur les réseaux. Ensuite, en termes de quantité de communication sur les réseaux, j'ai jamais été une ouf de la com pour moi. En termes de quantité, je préfère faire de la qualité, de la pertinence que de la quantité. Et à l'époque, il y avait pas encore les Reels. Vraiment, à l'époque, c'était genre un post, une vidéo, il y avait un carrousel, il y avait genre que 3 formats. Je crois que c'était encore à l'époque des IGTV, pour te dire, dinosaures. Et le format story commençait vraiment à se développer, mais c'était encore un peu timide. Donc en story, je mettais les backstage, le quotidien, la prod. Par exemple, là, on est en train d'enregistrer un podcast. J'aurais pu très bien faire un boomerang, le garder ou dire on est en train d'enregistrer, et j'aurais réutilisé le boomerang plus tard en disant hey, vous vous souvenez, il y a X temps, on a enregistré un épisode de podcast, on a parlé de ça, c'est demain que ça sort, abonnez-vous, donc je pense que j'étais à 2-3 posts, non, lundi, mercredi, vendredi, tu vois, lundi, mercredi, vendredi en post Insta. J'avais pris la décision de créer un compte Instagram dédié au podcast, comme je dissociais la musique de ma vie professionnelle. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire quand on a un podcast qui s'inclut justement dans une stratégie de communication
marketing d'une entreprise. Je trouve que justement, de pouvoir l'ajouter sur son compte Instagram business permet déjà de pouvoir mieux recycler son contenu, d'avoir plus facilement du contenu sur Instagram et les réseaux sociaux globalement. Et puis c'est associé, ça fait travailler aussi son personal branding, puisque c'est ta voix, finalement c'est aussi ton image, puisqu'aujourd'hui on a la vidéo, et ben en fait ajoute-le à ton compte Instagram directement. Et puis moi aussi je suis plutôt dans un objectif de minimalisme, de simplification. Je me voyais pas avoir un compte Instagram pour mon business, un compte Instagram pour mon podcast, et donc en fait de faire de crossover entre les comptes, parce que du coup j'allais m'auto-identifier sur mon compte business en disant hey, nouvel épisode, enfin tu vois, ça allait faire une espèce de micmac. Ça se fait, mais moi je suis plutôt partisane de on va le faire simple, et puis on va rester chill, on va éviter de se faire un burn-out Instagram. Il y a déjà plein de facteurs d'épuisement de partout, on va éviter de s'en rajouter. Ensuite, les non négociables, présence podcast, comme je l'ai dit. Avoir un podcast, ça ne suffit pas. On ne peut pas juste avoir un podcast, le mettre en ligne sur toutes les plateformes d'écoute, et pas juste Spotify, Apple Podcast, Deezer. Pareil, on met en ligne de partout. Avoir en fonction, parce que des fois, c'est des plateformes comme SoundCloud qui peuvent être pertinentes en fonction de la thématique. Pour mon podcast musique, c'était obligatoire. Pour mon podcast de business, je ne me prends pas le chou, en fait. Je ne mets pas sur SoundCloud, on s'en fout. Et donc, les non négociables, en fait, c'est d'ajouter différentes plateformes, parce que le podcast, certes, on s'immisce dans la vie privée des personnes, dans leur salle de bain, dans leur voiture, dans leur salle de sport, dans leur quotidien, leur cuisine, etc. Il n'empêche que c'est quand même un truc qui va que dans un sens. Et les gens, en fait, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Ils peuvent pas juste mettre un avis genre super épisode. Peut-être qu'ils ont envie d'interagir avec toi, de te poser des questions, de te faire des suggestions, de se livrer aussi. Il y a des podcasts, il y a des épisodes de podcasts qui peuvent être plus touchants, plus inspirants, plus engageants que des trucs très théoriques, genre 3 façons de, augmenter son taux d'ouverture d'email, tu vois. Là, il y a peut-être moins de touchage en plein cœur, et peut-être que les gens vont pas te dire « Oh, qu'est-ce que c'était touchant, machin ». Bref, il faut quand même un espace d'échange. Il y a les plateformes d'écoute qui développent de plus en plus les choses, et je pense notamment à Spotify, dans laquelle tu peux par exemple débloquer une session un peu Q&A, donc questions-réponses sur les épisodes. Et puis des fois, les gens ils mettent spontanément des petits mots, mais c'est pas encore un échange. Donc l'idée, c'est d'avoir un endroit où peut y avoir un échange. Donc oui, par email. Et encore, c'est pas un chat, un email. On n'est pas censé avoir des discussions par email. Des relations épistolaires, c'est pas par email. L'idée, c'est d'avoir un compte Instagram ou, ou un LinkedIn, ou un réseau social où on utilise ce réseau pour faire la société, pour faire le social, justement. Et donc, ça, c'est un non négociable, déjà de base. Donc, pour pouvoir créer du contenu en relation avec l'épisode, recycler le contenu, avoir du contenu sur le podcast, le sujet, les problématiques, machin, tout ça, et aussi avoir l'endroit en message privé et aussi les commentaires pour les échanges. Tu as cité YouTube. YouTube aussi, c'est un levier à ne pas négliger pour son podcast, avec ou sans vidéo. D'autant plus que là où, au moment où on enregistre, on est début août 2024, Google Podcast est en train de fermer définitivement. C'est dans les tuyaux depuis, je crois, un peu plus d'une année. Là, à la fin du mois d'août, c'est finito basta. On ne pourra plus diffuser sur Google Podcast, ça n'existera plus, et on ne pourra plus rien écouter. Mais c'est au profit de YouTube Music. Donc en fait, maintenant, sur la plateforme YouTube, tu as différents formats. Tu as le format chaîne YouTube où tu vas regarder des vidéos. Tu as le format aussi sur, Android TV, sur ta télé, où tu vas aussi regarder des documentaires, tout ça. En fait, pour chaque format, YouTube s'est adapté. Donc maintenant, tu as YouTube Music où tu vas écouter de la musique et des podcasts. Tu as sur ton ordinateur ton navigateur simple, et tu as aussi sur ta télévision. Et donc, tout ça fait que tu peux avoir du contenu différent pour ton émission de podcast. Sur YouTube Music, tu peux par exemple diffuser uniquement ton contenu audio. Sur la chaîne YouTube, tu peux diffuser des extraits vidéo ou la totalité de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et puis peut-être que tu vas avoir une miniature d'épisode totalement différente de ton podcast pour vraiment pouvoir attirer l'œil, puisque c'est la miniature d'un contenu YouTube qui va du coup vraiment faire la différence. Tu peux aussi modifier le titre en fait de cette vidéo-là. Ça peut être différent de ton de ton épisode de podcast, même si c'est le même sujet. Peut-être que tu as envie de mettre autre chose en avant ou de travailler encore un peu plus le référencement, parce que YouTube, on y pense vraiment, c'est du SEO et ça travaille longtemps.
Puis tu vas pouvoir aussi ajouter du Shorts, YouTube Shorts. Alors ça aussi, par exemple, encore une fois, on est sur Riverside aujourd'hui. Riverside va te proposer plein de micro-contenus que tu vas pouvoir du coup partager sur YouTube Shorts, en Reels et sur TikTok. Donc au moins tu fais une pierre trois coups. Et du coup ça aussi, ça va dropper l'algorithme, augmenter la visibilité. Et l'idée c'est d'inciter les gens, soit si c'est sur YouTube, à regarder le podcast vidéo, soit à écouter le podcast audio sur YouTube Musique. Et puis la vidéo c'est aussi important. Pas obligatoire, mais important parce que du coup, on peut séduire une autre audience qui n'a pas trop l'habitude d'écouter des choses et qui a besoin de regarder des choses, justement. Sur Spotify, tu peux aussi uploader maintenant un podcast vidéo. Je pense à l'émission notamment de Canapé 10 places, ou 10 places ou Canapé 10 places de Léna Mafouf. Tu as sur Spotify, tu as la vidéo, tu as aussi l'audio, tout simplement. Et du coup, pareil, les plateformes s'adaptent au matériel qui est utilisé. Téléphone, tablette, ordinateur, télé, directement. Ok, trop bien. Ouais, finalement, en fait, on peut même avoir une stratégie différente en fonction des canaux sur lesquels on va aller diffuser notre podcast. Oui. Et comme tu dis, avoir une stratégie vraiment dédiée sur la partie YouTube. Après, tu nous as donné plein d'idées qui ont l'air trop bien. Tu vois, de faire du short sur YouTube, d'aller faire de la vidéo et d'aller changer la miniature, le titre, etc. Comment on fait pour s'organiser dans la création de son podcast pour éviter justement de faire un burn-out entre gérer notre activité et gérer le podcast? Est-ce que tu as des tips, des astuces pour justement gagner du temps, mieux s'organiser et peut-être nous partager un peu comment toi, tu t'organises dans la création de ton podcast aussi, quoi? Ouais, carrément. Alors, je garde juste une demi-seconde ta question de côté parce que pour les personnes qui doutaient du pouvoir de YouTube, mon émission Justin Tunes est en pause parce que pour moi, je ne veux pas arrêter cette émission, je l'aime trop, mais encore une fois, organisation, temps, priorisation. Depuis 2021, bah oui, voilà. En fait, j'ai fait 6 mois Justin Tunes, Réveille ton bise en même temps. Au bout d'un mois, j'étais là genre, c'est compliqué en fait de gérer tout ça en même temps. Donc, j'ai mis Justin Tunes en pause été 2021. Et donc sur YouTube, les vues en fait continuent d'augmenter alors qu'il n'y a pas de contenu depuis 2021, mi-2021. Et je reçois des commentaires d'artistes, de pros de la musique qui commentent sous les vidéos YouTube, qui ne sont pas des vidéos en plus. Mais c'est parce que sur YouTube et dans mon contenu en général, et c'est aussi ce que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, de travailler votre contenu par rapport à votre audience, par rapport à ce qu'elle a besoin, envie, désire écouter. Et donc de là, on a un titre qui peut ressembler à une requête, une recherche que votre auditeur, auditrice idéale va faire, par exemple, sur son moteur de recherche préféré sur Google. Typiquement, l'un des épisodes les plus écoutés aujourd'hui encore, c'est genre 5 étapes pour trouver son nom d'artiste. Mais c'est la question la plus brûlante quand tu te lances dans la musique, enfin d'un point de vue artistique total de base, mais dans la musique surtout, et ça continue. Comment trouver son manager? Allez, bim, ça continue. Et donc, vraiment, YouTube permet ça. Alors, le podcast, parce que c'est un contenu long, qui du coup va continuer de grandir sur le long terme sans qu'on fasse grand-chose tout seul, mais à vitesse lente. Mais YouTube va apporter un peu plus de visibilité et de référencement parce que c'est un moteur de recherche. Et donc, vos épisodes, vidéo ou audio, vont continuer de remonter. Donc, je pense à YouTube, je pense aux articles de blog et je pense aussi à Pinterest. C'est vraiment le triptyque gagnant pour le référencement de votre podcast, de votre business, de votre life. Voilà. Et du coup, maintenant que j'ai ajouté encore plus d'outils, la question à 100 000 balles, comment est-ce qu'on s'organise avec tout ça? Et en fait, on fait des choix. L'idée, c'est pas de lancer une machine de guerre dès qu'on a l'idée de lancer son podcast. On commence par déjà ce qu'on sait faire, déjà de base, qui est simple pour nous. Si on a l'habitude d'avoir je sais pas, un compte LinkedIn ou un compte Insta. Ok, de base, on se dit, ok, podcast plus ce réseau social. Ensuite, dans un deuxième temps, je pense que la priorité, c'est d'ajouter une newsletter, une base de données pour capturer des emails. Pourquoi? Parce que si votre réseau social de prédilection plante, et qu'on ne peut plus contacter les humains avec lesquels on avait l'habitude d'échanger. Donc, capturer des mails le plus tôt possible. Encore une fois, ça peut être dès le moment de préchauffage, liste d'attente avant la sortie du podcast, et on capture des mails.
Et puis s'il est associé à un business, et ben en fait, jackpot. On capture des emails, mais pas juste ça, on capture des prospects, des leads, et on fait ce qu'on appelle du nurturing dans les mails. Donc on instaure de la confiance, on crée une relation, et puis le moment où vous aurez envie de sortir une offre gratuite, payante, les gens seront là. Donc là, c'est genre jackpot, c'est ce qu'on veut. Donc déjà, je dirais podcast, réseau social, newsletter. Ensuite, quand ça tourne, quand on a son process, quand on maîtrise bien ses outils et qu'on voit qu'en fait c'est hyper rapide de le faire soi-même, que c'est easy, deux solutions. Soit on automatise ou on délègue, soit ensuite on peut ajouter un nouveau levier. Ok, j'ai un site internet, je vais créer une page pour mettre en avant mon podcast, donc pour aussi augmenter le référencement et la visibilité du podcast. Et puis peut-être que je vais utiliser mes épisodes de podcast pour en faire des articles de blog. Et du coup, avoir aussi du référencement textuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les robots ne peuvent pas encore totalement bien écouter les choses. Ils ont besoin du contenu écrit. Donc, tous les endroits où on peut écrire des choses sur son contenu podcast, on le fait vraiment. Description de podcast, post de podcast, article de blog, retranscription, sous-titres, bref, on utilise ce contenu écrit à fond. Donc, on peut commencer à ajouter le blog. Et puis, une fois que, donc déjà, on a le réseau social, le newsletter, le podcast, le blog, on pourrait pourquoi pas ajouter Pinterest, puisque ça va se mettre directement sur le site internet avec les articles de blog, etc. Et puis, pour YouTube, ça peut se mettre dès le départ parce qu'il suffit simplement d'automatiser la mise en ligne via son hébergeur de podcast, ou alors, si on veut vraiment faire avec la vidéo, il va falloir faire le montage vidéo-audio en même temps et faire une mise en ligne sur son hébergeur de podcast et sur YouTube. Mais tout se programme. Il y a des outils qui sont très puissants. À titre de comparaison, au début où j'ai lancé Just in Tunes, j'étais à 2 jours de production par semaine pour sortir un épisode de podcast le mercredi à 17h qui durait entre 1h et 1h30. Aujourd'hui, avec le temps, avec les outils, avec l'expérience et les choix, je suis capable de sortir 2 épisodes de podcast par semaine en y passant seulement 2 heures par semaine et en ayant 1 mois d'avance. Parce qu'en fait, je sais exactement ce dont j'ai besoin, par où je dois passer, quels sont mes outils et les résultats que je vais atteindre. Et en fait, j'y vais. Et évidemment, il y a aussi un point qu'il faut vraiment pas négliger, c'est l'étude en fait de la data, des stats, des résultats. Le nombre d'écoutes, le nombre de commentaires, d'avis, d'étoiles, d'engagement, bref, toutes les données chiffrées qui vont pouvoir vous dire « Ah, ok, donc là peut-être que je pourrais ajouter Pinterest parce que j'ai du mal encore à faire de l'acquisition. Ou alors, j'ai pas envie de faire Pinterest, ça me prend le chou, je vais ajouter des campagnes publicitaires Facebook, Insta, pour donner de la visibilité à mon podcast et donc du coup avoir plus d'écoute. Il peut y avoir plein d'alternatives, mais en fait on prend les décisions devant des chiffres tout simplement et pas juste avec l'intuition. Et donc on regarde son temps, on regarde ses outils, on regarde ses envies et la data et ensuite on fait des choix. Hyper intéressant. Alors Pinterest, c'est vrai que c'est pareil, je pense qu'on n'y pense pas du tout quand on fait du podcast parce que Pinterest, dans l'esprit des gens, tu sais, c'est l'endroit où tu vas aller trouver des idées déco pour ta maison ou des idées de coiffure quand tu vas chez le coiffeur. Et finalement, en fait, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser dans son podcast, donc hyper intéressant. Tu nous as parlé aussi des chiffres et de savoir analyser un petit peu les résultats qu'on obtient. À ton sens, à quel moment donné, on sait si son podcast est en voie de développement ou s'il faut mettre en place des actions et à quel moment aussi peut-être on peut prendre la décision d'arrêter par exemple son podcast si on se rend compte que ça prend pas, que ça marche pas. Tu vois, c'est quoi les chiffres un petit peu classiques entre guillemets et au bout de combien de temps est-ce qu'on peut en tirer des conclusions et des généralités? Alors, je ne peux pas donner de données chiffrées parce qu'en fait, encore une fois, tout dépend de la thématique, tout dépend de la taille de l'audience, tout dépend de la qualité. En fait, il y a trop de facteurs qu'on ne maîtrise pas et un peu uniques. Par exemple, tu peux avoir la plus grosse audience du monde. Si ton contenu podcast n'a pas de ligne édito, pas de stratégie, qualité audio minable, en fait, tu vas peut-être avoir des résultats médiocres parce qu'en fait, tu as ça. Donc, et peut-être que la personne a déjà 100 000 gens qui la suivent, tu vois. Du coup, je pense que les moments où on peut se dire, OK, là, il faut que j'accélère ou là, je peux rester comme c'est quand on se rend compte que ça stagne. En gros, il y a une augmentation,
Puis en fait, on se rend compte que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on a le même nombre d'écoutes et ou de vues. Vue YouTube. Et du coup, on se dit, ok, ça tombe pas, ça veut dire que j'ai une audience fidèle, ça veut dire que les gens sont abonnés au rendez-vous, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des nouvelles personnes? Et là, du coup, tu réfléchis. Et tu vois, si tu ajustes le contenu, si tu fais un concours, si tu fais des offres spéciales, tout en sachant que parfois, tu n'es pas obligé de créer toi-même ton propre contenu. Tu peux faire de la cross-promotion avec d'autres podcasteurs, podcasteuses et du coup dire ok, moi j'ai un podcast, j'ai un business, je traite de ça, etc. J'adore ton podcast, et j'aimerais bien qu'on fasse des interviews croisées ou alors que tu m'interviewes. Tu n'es même pas obligé d'avoir la personne dans ton podcast si tu vois que, je sais pas, manque de temps, j'en sais rien, ou si la personne ne veut pas, tout simplement. L'idée, c'est d'aller ailleurs. Soit vers la pub, soit avec un nouveau levier, une nouvelle plateforme de communication, soit en mettant en place une stratégie d'interview, une stratégie de visibilité qu'on peut aussi appeler un plan média. Et en fait, tu as ces 3 possibilités-là. Et donc, ça, tu les actives de temps en temps quand tu vois que tu es un peu en période de stagnation. Ça fait genre 2-3 mois qu'en fait, il se passe plus rien de nouveau. Il n'y a pas de baisse, il n'y a pas d'augmentation, c'est un peu genre calme plat, et du coup, c'est plan-plan, et voilà. D'un point de vue technique, ce que tu peux faire aussi, c'est aussi des périodes de test. Encore une fois, donc le podcast est sans cesse en évolution, les outils aussi. Et du coup, les hébergeurs proposent, mais hyper souvent, des nouvelles fonctionnalités. Je pense notamment à l'hébergeur Ocha, qui a développé une partie PSO, donc qui permet de travailler les mots-clés, le référencement de son podcast et de voir en fait où est-ce qu'on se situe dans les charts, Apple Podcast notamment. Et du coup, là, en fait, tu peux travailler d'un point de vue plus technique, les métadonnées de ton podcast, les mots-clés. Et quand tu fais ce genre de changement, ne change pas tout. Genre, ne te mets pas à changer et ta vignette, et ton générique, et tes mots-clés, et la ligne. Parce qu'en fait, s'il y a des résultats, que ce soit bon ou mauvais, tu vas pas savoir d'où ça vient. Donc, quand tu fais une modification opérationnelle, technique, stratégique, tu ne fais qu'une seule chose et tu patientes pendant 2-3 mois pour pouvoir récolter les premiers résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Dans le cas où tu as fait plein de choses, tu as tout lancé, genre vraiment machine de guerre, tu y passes toute ta semaine, tu en parles de partout, tu as fait de la pub, ça prend pas, tu as lancé Pinterest, tu perds ton temps, ton blog, personne va dessus, etc. Déjà, pour chaque plateforme, il va falloir te poser les questions de qu'est-ce qui bug, qu'est-ce que je peux améliorer. Parce que peut-être que si on parle de campagne de pub, c'est un mauvais paramétrage. Si on parle de Pinterest, peut-être que tu ne sais pas utiliser cette plateforme-là qui est quand même bien particulière. Peut-être que si on parle de YouTube, ta chaîne, elle stagne de ouf, ou alors il se passe jamais rien, tu as 2 abonnés, ta mère et ta grand-mère. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu peux travailler cette chaîne YouTube? C'est quoi les codes de YouTube? Pour chaque canal, il va falloir que tu te poses des questions. C'est quoi le fonctionnement de ça? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je suis partie tellement loin sur plein de choses que je sais plus où est-ce qu'on en était. Peut-être sur la partie, est-ce qu'à un moment donné, il faut prendre la décision d'arrêter son podcast, voilà. Tu vois, et quand, et à quel moment, en fait, c'est de la persévérance et à quel moment c'est de l'acharnement. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient l'acharnement quand, en fait, justement, c'est pour ça la transition vers toutes les plateformes, quand tu as fait le tour de ces plateformes-là, que tu t'es informé, que tu as délégué les choses, si tu vois que tu as besoin d'un consultant, d'une experte, etc. Et qu'en fait, il se passe toujours rien. Tu as questionné ton audience, elle te dit « ouais, c'est cool », mais c'est tout. T'as fait plein de trucs. Et là, tu te dis, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Moi, je pense qu'il faut vraiment tout essayer, garder le cap, au moins 6 à 9 mois. Parce qu'en fait, si à chaque fois qu'on fait un changement, on attend 2 à 3 mois, mais en fait, tu peux l'arrêter au bout de 6 mois, tu n'auras peut-être fait que 2 changements et tu sais pas si c'était les bons changements, en fait, à faire. Mais du coup, il faut tenir. Et c'est ça le plus difficile dans une émission de podcast, c'est tenir sur la durée. C'est pour ça que plus on commence simplement, plus on maîtrise ces outils rapidement, plus on est capable d'être agile, plus on est capable d'analyser et plus on n'est pas en train de créer un système trop lourd. Et c'est ça qui va nous permettre de tenir sur la durée. On prend de l'avance, on choisit ses outils et on place des objectifs. Encore une fois, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des objectifs, mais on sait si un podcast fonctionne ou pas en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Moi, mon podcast Réveille ton bise n'a pas pour vocation d'être dans le premier coup de cœur Apple Podcast du tout. Mon objectif Réveille ton bise, c'est d'avoir la visibilité, donc de pouvoir avoir une nouvelle audience qui va arriver via le podcast, réseaux sociaux, SEO, tout ce que j'ai mis en place autour du podcast, et de les faire avancer
dans mon tunnel de vente pour, comme je l'ai dit, capturer des emails, échanger avec eux par email, proposer des produits gratuits payants, etc., etc. Et puis ensuite, ça doit devenir des ambassadeurs. Ça doit être des personnes qui vont recommander mon podcast, mes produits, ma vie, ma personnalité, bref, tout ça. Une armée de personnes hyper fidèles, hyper heureuses de tout ce qui existe dans l'écosystème Réveille ton Biz. C'est vraiment ça, mon objectif. Donc, dès lors que je vois que j'ai un ralentissement, par exemple, d'acquisition, je vois que mon nombre d'écoutes n'a pas augmenté et qu'en fait, j'ai pas de nouvelles personnes dans ma base de données email ou sur Instagram, je me questionne, ok, est-ce que j'ai assez parlé dans mon podcast de ma newsletter ou de mon freebie ? Est-ce que j'ai bien parlé de mon podcast sur Instagram ? Tu vois, j'essaye déjà de voir sur ce triptyque-là. Ensuite, je vais ajuster, comme je l'ai dit. Peut-être qu'il faut que je fasse un peu de campagne de pub, peut-être qu'il faut que je fasse une stratégie d'interview, que je puisse être interviewée dans d'autres podcasts comme aujourd'hui pour toucher une nouvelle audience et les faire venir au fur et à mesure. Si après tu as un objectif d'avoir des sponsoring, imaginons donc que des marques, des entreprises te rémunèrent pour le contenu que tu crées, là il va falloir que tu atteignes un niveau d'écoute assez fat, c'est-à-dire que globalement si tu as moins de 3000 écoutes par épisode, tu vas un peu avoir du mal à faire une sponsor que sur ton podcast. Par contre, si tu as moins de 3000 écoutes sur ton épisode de podcast, une audience de ouf hyper engagée sur LinkedIn, une newsletter hyper remplie, en fait, tu peux faire une sponsor podcast, LinkedIn, newsletter, et puis peut-être que grâce à tes YouTube Shorts, tu as une commu de dingue sur YouTube, justement, et du coup, tu peux faire un package sponsor, podcast, YouTube, LinkedIn, newsletter. Hyper intéressant. J'ai 2 questions qui me viennent encore. La première, c'est est-ce qu'il faut absolument créer un podcast en lien avec son business ? Ou est-ce que, tu vois, parce que finalement, toi, tu as les 2 exemples. Avec JustinTube, c'était en lien avec ton activité, mais pas vraiment parce que tu faisais du social media à cette époque et finalement... toi, tu as attiré d'autres opportunités en lien avec la musique, toujours dans ton domaine, mais pas forcément lié à ton business. Ou peut-être que tu vas nous dire que finalement, si, c'était en lien avec ton business. Et là, Réveille ton Biz, où on est vraiment clairement sur un podcast qui vise à acquérir des nouveaux clients pour ton business. À ton sens, est-ce qu'il faut, avoir un podcast passion où on va parler, je sais pas, de cheveux, d'ongles, enfin de ce qui nous passionne, de bien-être, ou est-ce qu'il faut créer un podcast business, enfin en lien avec son business en tout cas? Les 2. Encore une fois, tout est une question d'objectif pro et perso. Pour JustinTune, moi, mon seul objectif, c'était je veux avoir un laboratoire pour m'amuser, pour monter en compétences. Il était hors de question que je monétise le podcast. Je ne voulais pas être encore en train de créer un truc où j'allais avoir des contraintes de il faut que je fasse ça pour avoir tant d'argent, pour que je puisse... Non, je voulais sortir de ce système business entrepreneuriat où chaque action doit être rentable. Et j'étais là, genre, chaque action doit me faire plaisir, surtout. Voilà, c'était vraiment ça, mon seul objectif. Donc pour moi, c'était vraiment mon podcast passion. Après, toutes les opportunités que j'ai pu attirer à moi grâce au podcast Passion, celles qui étaient purement opérationnelles, mission de social media, d'attaché presse, chef de projet, stratégie marketing digital, tout ça, je les refusais. Par contre, j'ai pu créer un réseau d'humains hyper bienveillants, hyper intenses, hyper forts en fait, avec lesquels j'ai pu collaborer sur le projet du coup de Marvin Marchand. Puisque j'ai aussi du coup... Comme je l'ai dit depuis le départ, l'audio fait vraiment partie de ma vie depuis toute petite puisque je savais chanter avant même de savoir parler et j'avais déjà un micro et j'enregistrais déjà mes fausses radios d'émission à l'âge de, 3-4 ans, tu vois. Du coup, tous les contacts, les opportunités que j'ai pu avoir, elles ont switché sur le projet musical, le développement de la carrière de Marvin Marchand. Et du coup, par exemple, on a pu avoir un super label, j'ai pu avoir des collaborateurs, c'était facile d'avoir, je sais pas, l'attaché presse TV, c'est facile de pouvoir augmenter un peu le réseau parce que je me suis liée d'amitié avec des grandes personnes renommées dans l'industrie musicale qu'on voit pas forcément sur le devant de la scène, mais qui sont très actifs, très reconnus, très appréciés dans l'industrie. Et du coup, voilà, ça sert, ce réseau d'humains. Alors, ne serait-ce que pour nourrir sa propre humanité et tisser des liens avec des humains, mais aussi, du coup, pour créer des beaux projets.
Donc tu vois, d'un projet passion, il en est sorti aussi des belles choses professionnelles, mais pas pour moi. Pour le podcast Réveille ton biz, pour le coup, objectif business sûr. Du coup, comment est-ce qu'on sait si on veut faire un projet, un podcast passion ou un podcast business? L'objectif, qu'est-ce qu'on veut? On veut nourrir sa part humaine, son soi, avoir son laboratoire, parler tricot, ou est-ce qu'on a envie de développer son business et d'ajouter ça? Ça, c'est déjà, on fait déjà un peu on répond déjà à cette première question-là. L'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir un business, avoir envie de lancer un podcast tricot. Faut juste vraiment faire attention sur là où on passe son temps, là où on passe son énergie, parce qu'encore une fois, il faut tenir sur la durée. On ne sort pas 5 épisodes et on s'en va ensuite. On est régulier, on prend du plaisir, on échange avec des gens et on reste 6 mois, 9 mois, 1 an, des années encore. Et donc, il faut que le sujet soit suffisamment passionnant pour soi-même, pour avoir envie d'en parler. Pas qu'une seule fois, pas que pendant un épisode 0, pas que pendant 5 épisodes. Donc, c'est là les premières questions qu'il faut se poser. Est-ce que je veux un projet passion qui fait ma life, ou est-ce que je veux un projet business? Commencer par un podcast et ajouter du business, c'est carrément possible. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis, on peut très bien commencer en passion tricot et ensuite se dire « Oh, waouh, je peux lancer une boutique Shopify avec des patrons. Et puis, je vais lancer ça et je vais faire un club privé. » C'est possible. C'est carrément possible. Mais encore une fois, c'est quoi l'objectif? De quoi on a besoin, nous, en tant qu'humains? Où est-ce qu'on va trouver du plaisir et qui va nous amener là où on a envie d'aller, sa vision moyen, long terme. Trop bien, ouais, hyper clair. Je pense que ça va aider nos auditeurs qui se posent un peu la question de où est-ce que je vais, etc. En fait, il faut se poser les bonnes questions, se poser les bons objectifs. Et c'est ça qui nous aide ensuite à définir le podcast qu'on a envie de créer, la ligne édito qu'on va créer, etc. Carrément. Tout à l'heure, tu nous parlais aussi de sponsoring, Oui. de monétiser son podcast. Si c'est l'objectif de l'un de nos auditeurs, quels conseils tu pourrais lui donner pour monétiser son podcast? Donc en plus d'atteindre un certain nombre d'écoutes, évidemment. Ouais. Alors, si on veut monétiser son podcast et donc faire appel à des sponsorings, parce qu'on peut aussi monétiser son podcast sans avoir de sponsor. Par exemple, moi, je monétise mon podcast parce que je vends mes propres produits à travers mon podcast ou je fais de l'affiliation. Je recommande des produits, des services, des formations dont je suis satisfaite à travers mon podcast. Donc ça, c'est aussi une façon de monétiser. Si on veut monétiser avec des sponsors, donc par exemple, tu viens me voir, tu me dis « Justine, j'aimerais que tu puisses sponsoriser un épisode de podcast pour mettre en avant ta marque, je sais pas, ton merch, je sais pas, imaginons que, alors j'ai pas le business d'aujourd'hui, imaginons que j'ai un business, je sais pas, bougies parfumées, imaginons, et ton audience, elle adore les bougies parfumées. Et tu dis, ok, mon audience adore les bougies parfumées, elles adorent ta marque, j'adorerais que tu puisses, du coup, monétiser, sponsoriser l'un de mes contenus podcast. Moi, ce que je vais regarder, c'est ton audience, ton nombre d'écoutes, ton taux de conversion et taux de croissance pour voir si vraiment l'argent que je vais dépenser va me faire un retour sur investissement. Ce qui veut dire que toi, en tant que podcasteur, podcasteuse, il va falloir que tu aies un taux de croissance déjà qui augmente en termes de vues et d'écoute, mais que ça tombe pas. Et il faut qu'il y ait toujours un peu plus de personnes qui viennent écouter le podcast. Mais pas juste ça. Il faut que ces personnes-là s'engagent vers quelque chose. Est-ce qu'ils viennent sur un réseau social? Est-ce qu'ils viennent dans ta newsletter? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'acheter? C'est vraiment ça, en fait, que le sponsor va regarder. C'est très, très pour moi dans ma tête d'en parler, puisque ce matin même, je terminais un dossier de sponsoring pour une cliente en opérationnel, et c'était hyper cool de pouvoir faire ça. Et justement, comme le nombre d'écoutes... c'est pas qu'il est bas, mais c'est que on peut pas juste dealer, en fait, genre j'ai X nombre d'écoutes, du coup ça coûte tant. J'ai ce nombre d'écoutes, mais j'ai aussi plein de gens qui interagissent, qui s'engagent, qui achètent, qui sont fidèles, etc., etc. Et du coup, tu peux vendre des packs. Est-ce que je réponds à ta question? Carrément, ouais, Cool. Carrément. Hyper intéressant. Trop bien, Justine. Et écoute, on va arriver aux questions un peu plus perso, on va dire, en lien, tu vois, parce que là, on a énormément parlé de podcast, je vois que le temps tourne, je pourrais encore te poser 1000 questions, mais on va essayer de respecter des heures notre... encore. J'en suis sûre. On va essayer de respecter notre timing qu'on s'est fixé. Alors déjà, c'est quoi la plus grande croyance que tu as dézinguée depuis que tu t'es lancée dans le podcasting? Purée. Alors, c'est une croyance que je trimballe un peu partout dans tout ce que je fais. J'ai un rapport à la performance qui peut être assez compliqué et où je peux rapidement me mettre moi-même en situation d'échec. C'est-à-dire que je vais mettre des objectifs, des attentes très hautes et je vais vraiment être dans la perf. Mais je te parle à tous les niveaux, alimentaire, sportif, tout. Business, lecture. Je marche au plan d'action, tu vois.
Je sais pas, passer un temps, je me dis, mais il faut que je lise 2 livres par semaine. J'étais devenue une machine de guerre de lecture. Perdu le plaisir. Donc, j'avais un peu ce truc de rapport à la performance de partout. Et je partais du principe que le basique, hein, pour réussir, il faut souffrir. Donc, si tu as besoin de perdre du poids, sois en galère et contrains-toi au niveau de l'alimentation. Mauvaise idée. Si tu as besoin de faire du sport, sois en galère, contrains-toi à faire du sport. Mauvaise idée. Si tu as besoin de faire du blé, plus de blé avec ton business, contrains-toi, fais plus d'heures. Mauvaise idée. Bref. Et du coup, c'était un peu ce truc-là. Et pareil avec le podcast. Plus je veux faire de podcasts, plus je vais devoir y passer du temps. Mes 2 jours par semaine pour un épisode de podcast, c'était carrément l'exemple type de il faut que je souffre pour réussir mon podcast. Non, puisque en 2 heures par semaine et mon roulement et ma méthodo, c'est carrément ok, c'est monétisé, c'est rentabilisé, j'ai ma meilleure life, je kiffe ma vie, j'ai mes clients, etc., etc. Donc en fait, c'est ça globalement que j'ai dézingué. Mais tu sais, c'est toujours un petit peu genre par là, genre dès que tu as un petit nouveau projet, pareil, j'ai un potager, il fait 100 mètres carrés, on a des fruits, des légumes de ouf. Arrive le mois de février, je suis là genre ok, plan d'action, quel semis, quel machin. Non, en fait, non, c'est bon, tes légumes, tu vas les avoir, ça va le faire, c'est bon. Retourner au plaisir plutôt qu'à la performance finalement. Carrément, ouais. De se concentrer plus sur le kiff que sur les chiffres ou, comme tu dis, se contraindre, etc. C'est ça. Mais du coup, comme je disais au départ, de toujours analyser les données chiffrées, moi, dans mes tableaux de bord, j'ai une donnée kiff. Elle est où ma jauge de plaisir là-dedans, dans cette action, dans ce truc? Est-ce que tu peux faire le plus gros chiffre d'affaires du monde? Tu peux avoir le plus d'écoute possible. Si en fait, t'as pas kiffé ta vibes, nul. Inutile. Où est l'intérêt? C'est que de la perf, c'est que du résultat. Tu vas t'épuiser, tu vas être frustré, tu vas passer à côté de ta vie, tu vas perdre du temps, tu vas être aigri, tu vas manger tes émotions, bref, tout le tintouin là. Bah non, mets une petite data jauge de kiff entre 1 et 10 et là, tu peux aussi prendre des décisions. Je garde pas. Si c'est un 10, jauge de kiff de ouf avec peu de résultats, en fait, tu dis bah ok, pour moi c'est du kiff, je m'en fous, c'est bien, je garde. Ouais, c'est clair, c'est pas forcément parce que ça nous rapporte de l'argent, etc. Mais effectivement, comme tu dis, s'il y a quelque chose qui te prend un peu de temps, mais au final, c'est l'action qui te rapporte le plus de kiff, effectivement, on la garde, quoi, clairement. Carrément. Est-ce que t'es la team routine, Justine? Et si oui, c'est quoi les routines que tu mets en place, tu vois, dans une journée, par exemple, que ce soit une routine matin, routine soir si t'es team routine, évidemment. Alors, je suis pas tant team routine, mais j'ai quand même des rituels. J'ai besoin de me lever le matin, genre seule, à la maison. Genre, la seule personne que je tolère, c'est même pas une personne, c'est mon chat. Le matin, j'ai besoin d'avoir un sas de décompression, genre une demi-heure, tranquille, où il n'y a pas de bruit. Tout est calme, j'habite en pleine campagne, donc je suis vraiment pas dérangée par le bruit de la route ni rien du tout, mais j'ai besoin de rien, et donc de pouvoir sortir la tête de, on va dire, mon nuage, tranquillement pendant une trentaine de minutes. Et c'est après avoir fait mon passage à la salle de bain que là, ça y est, esprit libéré, sourire, brossage de dents fait, je peux commencer à bouger un peu. Je vais boire ce que j'ai à boire le matin. Je vais penser à ma journée, je vais faire un petit tour sur mes réseaux sociaux. Ok, d'accord, les mails, on est comment? Très bien. Et ensuite, je vais m'installer. Et après, c'est un peu au feeling. J'ai pas de pause à certaines heures, j'ai pas de je vais aller marcher, je sais pas quoi. Les seules choses que je m'impose, en fait, là, tu vois, je suis debout, j'ai un bureau, en fait, électrique. Et je m'impose, en fait, toutes les heures de changer de position. Soit debout, soit assise, mais pas assise sur une chaise. J'ai une gym ball qui m'oblige à, du coup, à être en maintien, à me gainer. Sinon, je tombe, je roule, ça va pas. Et du coup, à me faire quand même un petit peu un mouvement. Et puis, j'ai la chance, encore une fois, d'habiter à la campagne. Du coup, je sors. Je vais faire un tour dans mon potager, je vais me mettre dans mon hamac. En fait, plusieurs fois dans la journée, je bouge en fait d'endroit. Donc, soit debout, soit assis, soit je change de pièce, soit je vais dehors, soit je vais dans mon salon. Je change d'espace. Voilà, c'est à peu près juste plutôt les rituels. Et puis, alors, j'ai un très très mauvais rituel, c'est les séries. Le soir, je regarde des séries le soir et je peux rester scotchée vraiment, mais très longtemps sur une série jusqu'à m'endormir devant. C'est un mauvais rituel. Je pense notamment à ma copine Clémence, bien dans mon plumard, qui sont en train de me taper derrière la tête de on fait pas ça avant d'aller se coucher, on regarde pas des séries avant d'aller au dodo. Mais oui, c'est un peu ma tare. Après, en même temps, j'ai arrêté de fumer, donc laissez-moi mes séries, c'est bon.
Carrément, il faut garder un peu de plaisir dans sa vie. Bon, c'est sûr que les écrans avant de dormir, c'est pas top, mais moi aussi, je kiffe regarder un petit truc le soir. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, le matin aussi, pareil, au moment où je sors de mon lit, je fais des étirements juste avant, parce que comme on est quand même en position statique, l'idée, c'est de garder un petit peu de souplesse. Je vais très régulièrement chez la kiné, en salon d'esthétique, ou faire juste un jacuzzi, ou des trucs très, très simples. Je vais chez le coiffeur, je fais mes ongles. J'ai des routines bien-être globales. Une fois par mois, il se passe quand même quelque chose. J'ai un roulement d'action pour mon bien-être. J'ai arrêté de m'imposer 30 minutes de lecture par jour. Non, en fait, c'est quand je termine ma journée, et bien tu vois, derrière moi, j'ai un canapé, je me mets derrière, je dis ok, d'accord, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais lire. Et c'est quel livre? Du coup, j'entame plein de livres en même temps, parce que c'est en fonction de mes envies, mes besoins, mon état de fatigue, tout ça. Donc aussi bien, je passe du roman à du truc très business. Mais voilà, je sais ce qui me fait du bien. Je m'oblige à garder ces moments-là, parce que quand on se sent pas bien, c'est les premières choses qui sautent, c'est les choses qui nous font du bien, ce qui est totalement débile. Mais voilà, rien de très ancré dans la matière, de 7h30 ou je sais pas quoi, non, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Et jusqu'au mois de mars, avant que mes problèmes de dos ne reviennent, j'allais à la salle de sport à peu près tous les matins. Mais pareil, c'était 30-40 minutes de marche ou de vélo ou un peu de fitness, mais c'était chill. C'était juste histoire de voilà, me mettre un peu en condition, mais chill, voilà. Trop bien. Justine, ça se passe comment une semaine avec toi? Comment ça se passe? Est-ce que tu as, tu vois, je sais pas, début de semaine, tu fais plutôt des rendez-vous clients, mercredi ton podcast, ouais. Est-ce que tu as une petite organisation comme ça? Si je suis une semaine avec toi, comment ça se passe? Ouais. Si tu es une semaine avec moi, on va pas beaucoup parler parce que je suis toujours très concentrée. C'est pour ça que j'adore travailler dans mon bureau. Quand je vais au coworking, je suis là, genre, j'ai l'impression d'être une sauvage parce qu'en fait, je parle pas à grand chose. Je suis là pour travailler, donc je travaille. Du coup, quand je vais au coworking, j'essaye de plutôt de me caler rien du tout et d'être un peu dans des moments de dispersion, procrastination. Je bois des cafés avec les gens. Mais c'est un peu rare parce que ce que j'essaye de mettre dans mon quotidien, c'est chaque chose un peu à sa place dans son temps. Du coup, le lundi matin, je suis plutôt focus en création de contenu. Mon esprit, il est au taquet, j'ai des idées, je suis fraîche, donc je vais créer du contenu. Par contre, tu vois, le lundi matin, j'arrive pas à aller en story. J'ai un truc de, ok, j'ai eu plein d'idées là pendant une semaine, il s'est passé plein de choses, bim, faut que je crée du contenu. Et en fait, c'est là où je vais créer du contenu podcast. Mais peu importe si c'est de l'enregistrement ou du script ou de la promo ou contacter des interviews, etc., ça va être plutôt à ce moment-là. L'après-midi, c'est l'école découverte, sur une plage de 2 heures. Et puis, petite fin d'après-midi, gestion des emails, envoi de newsletter, ce genre de choses. Le mardi, c'est plutôt focus rendez-vous client, quel qu'il soit, ou mission client, si je fais de l'opérationnel, comme rédaction de dossiers de presse, comme rédaction de dossiers sponsoring. Voilà. Le mercredi, c'est que mon business. C'est vraiment que mon business. C'est genre gestion des offres, amélioration des offres, création d'offres, tunnel, analyse, machin, tout ça. Le jeudi, c'est généralement les moments où moi, je me fais coacher. Ou suivre par mon thérapeute ou peu importe, c'est le jeudi matin. L'après-midi, qu'est-ce que je fais? J'avance sur le truc qui me reste un peu à faire de début de semaine, tu vois, un peu le tout venant. Et le vendredi, ça a toujours été un jour aussi que je garde pour m'auto-former ou alors pour continuer d'avancer sur ce que j'ai fait le mercredi. Et le vendredi après-midi, il se passe pas grand-chose. Je boucle ma semaine, je visualise ce qui se passe la semaine suivante, je réponds à tout ce qui se passe par mail, DM, les communautés privées, tout ça. Et puis je vais chez ma kiné et puis ensuite c'est le week-end. Voilà. Ok. Trop bien. Globalement. Et puis par contre, tout ce qui va être un peu plus admin compta, j'aime bien le faire le samedi matin. Mais c'est genre parce que le samedi matin, j'adore ce truc de je suis pas dérangée. Tu sais, c'est un peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un jour léger. Tu sais, c'est un peu ton jour de ménage, c'est un peu ton jour de clean, tu vois, ce genre de choses. Et je vais garder, genre, je vais prendre 1 à 2 heures et puis je vais faire ma compta, mon admin, mon prév, ce genre de choses. Petite facturation tranquille et puis voilà. Ok. Top. Justine, c'est quoi ta relation avec ton business? Comment est-ce que tu la qualifierais? Écoute, j'ai pas envie de dire difficile parce que c'est pas le cas. Ça a été un peu guerre et paix. Quand j'étais en statut micro d'entreprise, mon entreprise c'était moi. C'était mon temps, c'était moi, c'était mes idées, c'était moi.
Au moment où je suis passée en société en 2022, d'autant plus que j'étais plus toute seule dans ma boîte, j'avais une alternante, j'avais plusieurs prestataires. Je suis sortie physiquement en fait de la boîte. Ça portait plus mon nom non plus, c'est devenu Réveille ton bise. Et ça m'a fait du bien d'être dissociée de ça, d'avoir une gestion financière vraiment purement business et une gestion financière vraiment purement moi, vie personnelle, vie de couple. Ça m'a fait du bien. Ce qui fait que par exemple dans des moments un peu down dans la boîte, j'ai ce truc de, ok, je sors physiquement de mon bureau, je sors physiquement de mon entreprise, je ferme mon ordinateur, j'ai pas la solution, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie, j'ai le moral down, j'ai rien à faire là, je m'en vais. Il va rien se passer de plus ou de moins si je m'en vais maintenant. C'est ça la relation que j'ai avec. Par contre, cette année, j'ai eu un souci avec une cliente qui me met dans une situation inconfortable d'impayé. J'ai perdu pas mal d'argent, dont 21 000 € facturés. Donc, ça a bien tapé ma trésor. Donc, ça a bien pris mon énergie parce que j'ai travaillé pendant 3 mois pour cet argent-là. Là, pour le coup, j'étais dégoûtée. J'étais là, genre, en fait, j'ai fait le taf, j'ai fait tout ce que je pouvais contrôler, j'ai fait tout ce que j'avais... Voilà, j'ai fait mon taf, en fait, j'ai fait ma part. Et là, pour le coup, j'étais un peu genre, en fait, relou, quoi. Relou et du coup ma vie elle est où, et c'est comme ça en fait que ce que j'ai fait, j'ai arrêté de publier sur mon podcast. Déjà en fait j'ai rassemblé mon énergie, comme ça m'a fait quand même une grosse zone de stress, d'anxiété et de fatigue, mon dos s'est bloqué, donc depuis le mois de mars en fait je suis vraiment très focus genre énergie et action qui m'apportent le plus de résultats, qui me prennent le moins de temps et qui sont sur une jauge de plaisir 10, entre 7 et 10 au moins. Et je fais que ça. Ça veut pas dire que mon podcast me faisait pas kiffer, ça veut dire simplement que j'avais pas l'énergie ni l'envie d'être dans le podcast, de parler, de prendre la parole, tu vois. Oui. Là, je le fais aujourd'hui parce que tu vois, cette histoire, ça a commencé fin d'année, début d'année, là, 2024, et ça a explosé au mois de mars, au moment où j'ai bloqué mon dos. Là, je peux rien faire d'autre. Voilà, l'entreprise est en liquidation, c'est le mec qui s'occupe de la liquidation qui a toutes les cartes en main. Moi, je peux rien faire si ce n'est avancer. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est ok, comment est-ce que moi je peux mieux me sécuriser? Où est-ce que je veux aller avec ma boîte? Qu'est-ce que je veux dans ma vie personnelle? Mes offres aujourd'hui, elles sont comment est-ce que je sécurise tout ça? Et du coup, là, actuellement, je suis en plein switch, business model, offre, refonte. J'ai fermé mon accompagnement MOVA, mais je garde MOVA quand même, mais j'ai des nouvelles idées. Et du coup, là, je prends le temps. Voilà, je prends le temps, je suis pas dans la précipitation. Je fais mon chiffre d'affaires, j'ai pas de trésorerie du tout. Du coup, j'ai pas de visibilité financière. Mais je dis, ok, c'est pas grave. Je sais ce que je dois faire pour générer l'argent dont mon entreprise a besoin et dont j'ai besoin pour vivre. Je fais ce que j'ai à faire avec le minimum de choses pour pouvoir, en fait, avoir cette énergie uniquement sur... Où est-ce que je vais comme ça? Donc la relation, en fait, elle est fluctuante en fonction de ce qu'il se passe, mais je me priorise toujours. Ouais, c'est self-care et bien-être personnel d'abord et le business ensuite. Et comme tu dis, de bien faire la différence entre les deux finalement. Mais c'est hyper difficile, hein. C'est hyper difficile puisque son entreprise, c'est son idée, c'est ses clients, c'est ce qu'on a envie de faire. Si elle crache, si on doit fermer sa boîte, en fait, il faut réussir à se dire c'est pas moi qui ferme, c'est pas moi ma vie, c'est pas ma personnalité, c'est pas même mon identité. Et c'est hyper difficile d'avoir ce recul-là, tu vois. Moi, là, sur mon premier bilan, donc j'ai ouvert ma boîte, donc le statut société en 2022, j'ai mon premier bilan, du coup, avril 2023. Mon comptable s'était trompé. Mon comptable est passé à côté de 12 000 € de salaire que j'avais versé à mon alternante, ce qui fait que je pilotais mon entreprise sur des données qui étaient fausses. Et via le moment du bilan, du coup, j'avais un déficit pas énorme. C'était quoi? C'était un peu moins de 5 000 €. Mais ça a été un grand coup. Mais si j'avais eu ces informations-là, si j'étais suffisamment ouverte, si j'avais pu voir, former, si j'avais posé les bonnes questions, etc., j'aurais pu tout de suite ajuster le truc et moins dépenser d'argent et donc équilibrer le truc et ça aurait été nickel. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis en train de perdre de l'argent. Si je ferme ma boîte, qui je suis? En fait, comment ça, qui je suis? Je suis moi. Je suis moi. Ma boîte, c'est ma boîte. On fait des trucs dans ma boîte, on s'amuse dans ma boîte. On collabore avec des gens, on aide des gens. Et moi, dans ma vie, j'ai un chat, j'ai un potager, j'ai un mec, il y a de la musique, j'habite en campagne. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment
d'essayer de dissocier ça, mais c'est hyper dur. C'est vraiment très, très dur. Et c'est pour ça que moi, je m'en vais physiquement de mon entreprise. Je sors de mon bureau, je me casse mon ordinateur, je n'utilise pas. Je sors vraiment du truc pour dissocier ça, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. T'as raison. Et pour finir, notre riche interview hyper intéressant, plein de tips, d'astuces et même de partage d'expériences sincères, tu vois, sur ce qu'on peut vivre quand on est entrepreneur, et ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu aurais une citation pour clôturer notre échange ? Une phrase qui t'accompagne peut-être en ce moment, tu vois. J'en ai plusieurs sur mon mur et tu vois, celle que je vais te dire, elle y est pas. C'est « Choisir, ce n'est pas renoncer ». Ma copine Laura Besson, fondatrice de Bien dans ta boîte, serait en train vraiment de me crier dessus, entre guillemets, en tout cas de me mettre une tape derrière la tête de non, on dit pas ça, parce que quand on choisit, on renonce forcément à quelque chose. Moi, c'est pas ça. Foncièrement optimiste, sagittaire, gourmande, tout ce que tu veux, curieuse de la vie, aventurière, je n'aime pas faire un choix en me disant si je fais ce choix, je ferme une porte. Je choisis de faire ce choix aujourd'hui, mais je laisse un peu la porte entrouverte de ok, donc aujourd'hui je mets sur le plan A, je vais taffer dessus 3 mois, 6 mois, et je vais voir en fonction de est-ce que ça m'apporte ce que je veux, est-ce que ça a avancé, est-ce que ça fait un flop, etc. Et ensuite je vais regarder le plan B. Ok, est-ce que le plan B peut s'ajouter au plan A, ou est-ce qu'en fait le plan B était une fausse bonne idée ? Tu vois, j'avance comme ça. Donc pour moi, c'est choisir, ce n'est pas renoncer, c'est simplement se concentrer sur l'action, le plan A, avant de passer à autre chose et donc éviter de se disperser. Trop bien. Bah écoute, ça... Par exemple, si tu me demandes aujourd'hui, je sais pas, est-ce que tu veux un fondant au chocolat ou est-ce que tu veux, je sais pas, une tarte aux framboises, pour moi, c'est impossible de choisir. Donc, je vais pas renoncer ni à l'un ni à l'autre. Je vais dire, ok, je vais commencer par le brownie. Et puis plus tard dans la journée, je viendrai prendre ma tarte à la framboise. Cool. Voilà comment je fonctionne. Ouais, je veux tout, je veux les deux, voilà. Je ne renonce pas. Exactement. Mais l'un après l'autre, par contre, tu vas pas manger les deux en même temps. Ou tu aurais pu dire, je prends une moitié de chaque. Oui, tu peux. Mais en business, du coup, si tu prends une moitié de chaque, tu risques de disperser ton énergie, tes outils, tes dépenses, ta fatigue. Et donc, l'idée, c'est voilà, une chose après l'autre. Ouais. Trop bien. Et écoute, un grand merci Justine pour cet échange. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, t'envoyer un petit message gentil, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre et te retrouver? De partout où il y a de la lumière sur Internet, dès lors que l'on tape Réveille ton bise. Donc le site internet Réveille ton bise, le podcast Réveille ton bise, le compte Instagram Réveille ton bise. Il n'y a que sur LinkedIn ou sous le nom de Justine Arma, mais si vous tapez Réveille ton bise, il y aura ma page entreprise, ça c'est sûr. Voilà, donc où Réveille ton bise se trouve, j'y suis. Et donc vous pouvez me retrouver à ces endroits-là. Trop bien. Et écoute, un grand merci Justine. Je te dis à très vite. Merci à toi. Salut. Ciao. Bye bye.